Voilà, et j'ai l'immense voilà, ça commence bien. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Michal Osser-Gans pour son livre Treblinka 1942-1943, une usine à produire des morts juifs dans la forêt polonaise. C'est paru chez Kalman Levy. L'édition, c'est Mémorial de la Shoah. Bonjour Michal Gans, c'est comme une évidence. Oui, bonjour. Le Mémorial de la Shoah. Oui, parce que ça, c'est aussi une des choses très positives que fait le Mémorial, mais pas seulement le Mémorial, c'est ce partenariat avec les éditions Kalman Levy, oui, et qui ont fait toute une série de livres qui, pour la plupart, étaient des traductions et qui n'auraient pas été accessibles au public français si ça n'avait pas été dans le cadre de ce partenariat. Le mien est un peu exceptionnel à plein de façon oui, on va en générale, parler. Mais oui, il a aussi ceci d'exceptionnel qu'il a été écrit directement en français pour le public français et je l'espère dans un, il est difficile de parler de style, mais dans une qualité d'écrit qui devrait, enfin en tout cas j'aurais voulu qu'elle résonne chez le lecteur qui va s'emparer de ce livre difficile, il faut le dire. Alors, c'est un livre difficile, tout à fait passionnant. Il est sorti en juin, mais vous en êtes quand même à la deuxième réédition. Non, réimpression. Réimpression, mais c'est important. Il y aura peut-être une réédition. Oui, oui, mais réimpression, oui, pardon. Absolument. Michal Gans, vous êtes historienne. Vos recherches sont axées sur la survie dans les ghettos autour de figures emblématiques, Janusz Korczak, Adam Tcherniakov, Yankel Wiernik, sur des questions telles que le sort des enfants dans la Shoah et la problématique de la transmission. Vous êtes actuellement chercheur attaché au musée des combattants des ghettos et en lien avec Yad Vashem. Alors, Michal Gans, vous êtes israélienne, vous étiez, je ne sais pas si vous avez la double nationalité, encore, en tous les cas, ce qui est important, vous habitez en Galilée, vous habitez dans le nord d'Israël, dans cette très belle région que vous aimez beaucoup. On écoutera un morceau à la fin de l'émission pour vous faire plaisir, bien entendu. Vous êtes très proche du kibbutz des combattants, le Hamea Getaot. Oui, je suis moi-même d'un autre kibbutz à côté. Voilà, vous êtes d'un autre kibbutz, lequel? Le kibbutz Matsuba, qui est vraiment en bas de la colline qui marque la frontière avec le Liban. Mais on s'habitue, ça fait bien un certain temps que j'y suis. Oui. Et alors également, donc, on avait parlé il y a très longtemps à ce même micro de Yad Layeled, cette partie du kibbutz le Hamea Getaot consacrée à la transmission aux jeunes générations. Tout à fait. Oui. Ça continue. Ça continue avec d'ailleurs des moyens qui se renouvellent puisque oui, aujourd'hui les jeunes sont dans le tactile et donc on a continué à faire des actions pédagogiques et aussi mettre à la disposition des sensibilités des jeunes d'aujourd'hui cette histoire de façon à ce qu'elle reste avec eux le plus longtemps possible et qu'ils aient ensuite envie de la transmettre, qui est toute l'affaire. Je voudrais juste faire une petite remarque sur le titre, et c'est une... titre, justement, il est travaillé. Il est travaillé, et ben pas assez, parce que j'aurais pas dû mettre usine, j'aurais dû mettre fabrique. Parce que, si vous voulez, la différence, on va pas en parler, mais entre Auschwitz, qui est si la forêt qui cache l'arbre oui, Treblinka, là c'est une usine. C'est une usine énorme. À mort. Énorme. Pas seulement à mort, parce que c'est aussi une usine d'esclavage oui, pour les entreprises allemandes, etc. Donc là, c'est une usine. Ici, dans ce cas, c'est une fabrique. C'est d'ailleurs ce que disait un des Allemands des nazis qui étaient sur place au micro de Claude Lanzmann, oui, il disait c'était une petite fabrique un peu artisanale, mais qui fonctionnait très bien. Alors on va en parler, voilà, on va reprendre les choses dans l'ordre. Donc pour vous, c'est plus une fabrique à produire des morts juifs dans la forêt polonaise. Alors
Treblinka, j'ai découvert en lisant votre livre qu'en fait, il y avait peu d'ouvrages sur Treblinka et c'est un sujet qui a été peu abordé. Alors, je crois que c'est le premier livre sur ce thème aussi complet avec des témoignages que vous avez traduits et un témoignage inédit à la fin, c'est celui d'Avroum Goldfarb, on va en parler. Mais pour l'heure, pourquoi avoir choisi ce sujet Treblinka 1942-1943 ? Je crois que c'est lié à ma carrière, entre guillemets, au musée des combattants des ghettos, oui. Puisque ce musée a toujours d'ailleurs, la particularité d'abriter le seul modèle de Treblinka qui avait été construit dans l'immédiat après-guerre, puisqu'il avait été fait par le doyen des survivants de Treblinka. Alors, le modèle, c'est une maquette. C'est une maquette. Voilà, c'est important de le préciser. Oui. Donc cette maquette qui a été faite par le survivant, donc Yankel Wiernik, mais qui était survivant, mais aussi charpentier, et donc qui avait dû sa survie, en fait, à sa profession, et donc il essayait, je pense qu'il a écrit aussi une toute petite plaquette pendant la guerre, avant la fin de la guerre, puisque de toute façon Treblinka n'existait plus déjà à la fin de l'année 1943, il n'y avait plus rien. Hein. Donc ça ne lui suffisait pas, il voulait, avec ses mots à lui, ses mots de charpentier, c'est-à-dire sa capacité à recréer une maquette, il voulait parler comme ça aux autres générations, et on peut dire qu'il a réussi parce que c'est une maquette qui est au centre d'un espace consacré au camp et à l'extermination, et qui est jusqu'à aujourd'hui très très parlante et qui est d'un autre temps, mais qui n'est pas moins interactive que toutes les communications interactives qu'on a tous les jours. Exactement. Maintenant. Alors, Michal Sergans, pourquoi avoir choisi Treblinka ? Pour plusieurs raisons. En fait, parce que bien que quand je suis arrivée au musée, Yankel Wiernik était déjà décédé, un certain nombre de... Vous savez, sur les chiffres, je vais donner juste une fois des chiffres parce que comme ils sont assez terribles, c'est pas... Treblinka le site de Treblinka a fonctionné pendant 400 jours, donc c'est un peu plus d'1 an. Pendant ces 400 jours, on estime, parce que c'est pas comme les listes en France, il n'y avait pas de liste, donc on estime au-delà de 900 000, entre 900 000 et 1 million, de personnes ayant été englouties par la machine nazie. Et donc ont été assassinées, c'était une vraie boucherie, on peut le dire. C'était une fabrique, c'est-à-dire les gens rentraient et le premier témoignage juridique officiel par un des survivants au procès de Nuremberg, ça a duré 2 minutes et demie son témoignage, mais il est très bref et il faisait comprendre que la durée de vie d'une personne dans un transport, si elle arrivait en vie, ce qui n'était pas toujours le cas, c'était 20 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y avait les seules personnes qui survivaient étaient les personnes dont les nazis avaient besoin pour s'occuper de tout ça. Parce que vous arrivez avec 5 000, 10 000 personnes au maximum, mais 5 000 de toute façon régulièrement. Ces gens, il fallait ensuite annihiler. Il y avait tout un service après-mort. Je ne veux pas trop en parler, mais il s'agissait non seulement de terminer la vie de ces gens, on le voit dans le livre, hein. Annihiler leur souvenir même, puisque ce qu'ils avaient avec eux était trié. Et on effaçait évidemment à qui on ça effaçait passait, tout, voilà, comme ils savaient le faire. Et on redistribuait, c'est-à-dire même les choses qui étaient des vivants en tant que vivants, retrouvaient une deuxième vie, si je peux dire, si je peux employer cette expression, disons, pour aider les Allemands dans la misère. Bien sûr, entre guillemets, évidemment. Alors, combien de temps avez-vous mis entre le moment où vous avez décidé de faire un livre sur Treblinka? C'est certainement lié aussi au fait qu'il y avait très peu
de témoignages, étant donné que, comme il y avait une survie, comme vous venez de le dire, de 20 minutes, il y a quasiment eu très peu de survivants, et qu'ensuite, en 43, les nazis ont rasé complètement le camp pour qu'il ne reste rien, pour qu'il n'y ait pas de preuves. Ils n'ont pas eu le temps de le faire avec d'autres camps, je pense que sinon ils l'auraient fait. Donc, combien de temps avez-vous mis à récupérer tous les témoignages, à faire traduire, à concevoir cet ouvrage? Alors, il y a deux aspects dans ce que vous dites. C'est une très bonne question, merci. La première, c'est la collecte des témoignages. Effectivement, donc il y a eu 70 survivants sur ces 900 000 plus assassinés. Sur ces 60 000 survivants, sur ces 70 survivants, 60-70, on a à peu près une cinquantaine de témoignages qui sont tous postérieurs, contrairement à Auschwitz où il y avait on sait qu'il y a eu des choses cachées, on les a jamais retrouvées. Oui. C'est-à-dire, il n'y a aucun texte contemporain à la minute près. Oui. Il y a des textes contemporains par exemple, ceux qui se sont échappés. Il y a eu quelques évasions. Oui. Donc, ils ont tout de suite témoigné après, donc même avant la fin de la fermeture de Treblinka. Mais pardon, il était impossible sur place, j'essaye d'expliquer, d'entreprendre D'ailleurs, je pense que les mots leur manquaient aussi à eux, parce que c'était effroyable. On vivait une chose dont on n'avait pas vraiment de mots pour les dire, et tous les mots qu'on avait, ça passait à côté. Il y a un de vos témoins qui dit qu'il n'en croyait pas ses yeux. Il ne croyait pas ses yeux de ce qu'il voyait. Absolument. Il arrive et il se dit, parce que il savait qu'ils allaient vers l'est, mais d'ailleurs c'est absurde parce que ceux qui venaient de Bialystok et qui venaient à Treblinka, ils allaient à l'ouest. Oui, bien sûr. Mais ils allaient à l'est de l'ouest. Enfin, ça c'était. Mais donc la collecte des documents n'a pas été si longue. Enfin, si longue, c'est quand même 2-3 ans, mais c'est pas épouvantable parce que il y a des accords entre Yad Vashem et le GIR, c'est-à-dire les instituts polonais, etc. Donc, ce qui a été le plus long, pour tout vous dire, ça m'a pris presque 10 ans en tout. Oui. Ce qui a été le plus long, c'est de trouver la façon de le dire. Mais oui, c'est pas évident. Il y a eu le concept, et puis j'ai dit, voilà, j'ai tous ces gens avec moi, sous forme de témoignages, ou sous forme, il y a 4 ou 5 personnes qui étaient encore vivantes au moment où j'ai fait le texte. Maintenant, il n'y a plus personne. Mais il n'y a plus personne, là. Non, maintenant, il n'y a plus personne. Même, c'est curieux parce que c'est pas forcément les plus jeunes qui sont partis les plus tard. Certains, j'aurais pu y aller, mais au début, c'était très difficile pour moi d'aborder des personnes. C'était presque plus facile de me plonger dans les témoignages, et j'ai quand même parlé à 3-4 personnes, Willenberg, Kaigman, 2 qui se sont échappés à un moment donné, qui ont vécu aux États-Unis, qui sont venus au musée nous témoigner et parler devant la maquette, justement. Donc ça fait 3-4 personnes, ce qui est 10%, enfin un peu moins, 5% de l'ensemble. Il faut savoir que donc Treblinka, puisqu'on veut aller jusqu'au bout, a fini de façon absolument improbable, de façon absolument incroyable, comme le reste de Treblinka, tout est incroyable, par une révolte. Que cette révolte, on va en parler de la révolte, bien sûr. Révolte, on finit avec, c'était pour finir avec les chiffres, que cette révolte a vu à peu près 700 personnes s'échapper, mais que sur ces 700 personnes, sauf à la fin de la guerre, il n'en restait que 70, enfin, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que même sans machine pour assassiner les Juifs, on ne pouvait pas vraiment survivre, même quand on était lâché dans la nature polonaise. C'est un autre sujet, mais qui rejoint quand même l'histoire de Treblinka. Qui rejoint, parce que Treblinka, c'est vraiment très isolé dans la forêt polonaise. Bien sûr. Alors, Michal Ossergans, Treblinka 1942-1943, Kalman Levy, mémorial de la Shoah. On marque une pause et on se retrouve juste après.
Nouveau sur Judaïque FM, vous souhaitez voir nos animateurs et leurs invités en vidéo? Connectez-vous sur la chaîne YouTube Judaïque FM. Merci d'écouter Judaïque FM. Mon invité ce matin, Michal Osser-Gans, pour son livre Treblinka 1942-1943. Une usine ou une fabrique, comme vous nous le disiez, Michal, en début d'émission, à produire des morts juifs dans la forêt polonaise. Mémorial de la Shoah, Kalman Levy, Mémorial de la Shoah. Alors, Michal Gans, le site même de Treblinka, en 1943, avait, après avoir assassiné 1 million de juifs, à la fin de l'année, il avait déjà repris l'aspect d'une exploitation agricole. Comment et pourquoi est-ce dû à la fameuse révolte dont par contre on a beaucoup parlé? Non. Enfin, partiellement, mais je ne pense pas qu'aucune des révoltes qui, sur le plan moral, sont absolument fondamentales dans notre histoire, dans l'histoire du peuple juif, mais sur le plan de l'efficacité en cours de guerre, c'était pas concevable déjà de se révolter, oui. Mais c'était absolument impossible après d'avoir de penser qu'on ait une influence quelconque. Personne n'a, c'est ce que disait donc au musée des combattants des ghettos Antek, qui faisait partie de la révolte, Antek oui. Zuckerman, qui disait on n'était pas parce qu'il recevait les jeunes soldats israéliens et il leur disait si vous venez pour chercher des tactiques de guerre, c'est pas ici. Nous on n'était pas dans un système militaire, on était là pour mourir dans la dignité. Et on n'avait pas comme les insurgés du ghetto. Voilà, tout à fait. Donc tout le monde était là pour garder pour s'assurer de même si on s'en va, même si on part, même si on meurt en tant que personne juive responsable. Et c'est beaucoup, à mon avis, c'est beaucoup plus important. Oui, c'est plus important que de savoir si cette révolte a eu une influence ou pas d'influence sur la suite des événements. Parce qu'il y avait un plan qui concernait l'action Reinhardt, donc ce plan qui avait été fixé par Himmler en juillet 42, oui. C'était que à la fin, au début, il voulait que ce soit à fin 42, mais quand même il y avait beaucoup de juifs, c'était un peu difficile, même avec ses compétences, il n'y est pas arrivé, mais fin 43, il y avait vraiment quasiment plus de juifs dans la Pologne qui est de l'époque, c'est-à-dire la Pologne du gouvernement général. Oui. Il y avait eu 2 600 000 juifs d'assassinés, non compris Auschwitz. Oui. Non compris Auschwitz. Oui. C'est des chiffres qu'on donne pas souvent, mais il est bon de le rappeler. En fait, c'est des chiffres qui sont difficiles. Et donc, fin 43, le judaïsme polonais, je dis bien polonais, avait été éradiqué. Absolument. D'accord. C'est plus clair. Oui. Voilà. Il y avait quelques milliers qui erraient dans les campagnes, etc. Mais enfin, rien qui pouvait refaire partir la machine. Bien sûr. Donc, les 3 centres qui étaient Belzec, Sobibor et Treblinka, il y avait Relmo, mais ça ne concernait pas, le gouvernement général. Ces 3 centres ont été fermés. Oui. Parce que on avait un programme, le programme s'était éliminé, tout le monde était éliminé, donc on fermait la fabrique. Bien sûr. Il y avait plus de matière première. Excusez-moi cette horreur, mais mais c'est horrible. Du point de vue nazi, oui. Voilà, on avait fait ce qu'on devait faire et donc on a tout fermé. Et donc quand on a fermé Belzec d'abord, ensuite Treblinka, c'est vrai que après la révolte, il y avait eu quand même, c'était quand même plus difficile. Il y avait eu des éléments de chambre à gaz qui avaient brûlé, pas tout, mais une partie. Oui. Donc il y a eu encore un convoi, mais je me dirais que de toute façon, c'était vraiment la révolte impensable, incroyable de gens auxquels on avait retiré la qualité d'humain et qui se sont révoltés, c'est-à-dire qui ont montré qu'ils pouvaient
comment on dirait, enrayé. Oui. La machine nazie, à leur échelle, évidemment. À leur échelle, sans armes, enfin bon. Ah oui, non, non. Il y a un passage où vous racontez les grenades qu'ils avaient eues, il n'y avait pas de goupilles, donc ils ne pouvaient pas les utiliser. Enfin bon, bref, je laisse les auditeurs évidemment lire cela, mais c'est quand même, ils ont eu un courage mais extraordinaire, comme à Varsovie, je crois aussi comme à Sobibor. Oui, alors Sobibor, alors à Sobibor, il y a également eu une révolte qui s'est terminée aussi par la fermeture, mais je pense que de toute façon, c'était prévu, mais bien sûr, ceux qui, eux, se sont révoltés, je pense qu'ils aiment l'idée qu'ils ont contribué à cette fermeture, ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Mais enfin, le plan général leur échappait, évidemment. Alors, justement, dites-nous, qu'est-ce que c'est que ce témoignage inédit? On trouve encore des documents inédits d'Avrom ou Avrum Goldfarb. Qui était-il? Alors, Avrom Goldfarb était c'est un témoignage inédit en français. Hein. Ah, en français, d'accord. Oui, parce que... il a écrit en yiddish, je crois. Oui. Et alors, l'ensemble des témoignages étaient écrits dans toutes les langues. C'est-à-dire, certains avaient déjà été traduits en hébreu, d'autres étaient en yiddish, d'autres étaient en polonais. Certains écrivaient directement en polonais. Viernik, oui, bien sûr. Alors, Viernik, qui n'écrivait pas le polonais, mais qui s'est fait aider par sa compagne, l'avait fait en polonais de façon à ce que ce soit diffusé en Pologne le plus rapidement possible. Donc, Avrom Goldfarb avait vu toute sa famille assassinée. Il était dans un convoi. Je veux pas trop insister parce que on se dit qu'il y a pas de degré dans l'horreur, mais on est toujours confronté c'est le convoi dans lequel 5% seulement des gens ont survécu. Sont arrivés vivants à Treblinka. Oui, c'est ça. Oui, ont survécu au voyage. Au convoi, oui, exactement. Voilà. Et en fait, il a été très très discret. Il a été très discret sur son témoignage. Par exemple, au procès Eichmann, il n'a pas été interviewé ou il n'a pas voulu, je ne sais pas, parce que... Mais il s'est réveillé, entre guillemets, au moment du procès de Mianiuk. Et c'est à ce moment-là qu'il a confié son témoignage. Comme il y a toujours dans les témoignages des choses qui froissent certains, etc. Donc ce témoignage avait été effectivement un petit peu mis dans les archives de côté, mais pas vraiment mis en valeur dans un ouvrage. Il y avait très peu d'ouvrages, il y a quelques ouvrages israéliens. Il y a récemment quelqu'un, mais c'est pas vraiment un ouvrage... Voilà, le problème des livres sur Treblinka... Oui. D'abord, il y en a très peu. Il y en a très peu, c'est pour ça que votre ouvrage est très important. Et que en France, il n'y en a pas. En France, il n'y en a pas. Maintenant, il y en a, grâce à vous. Et c'est pour ça que j'ai été heureuse de profiter de votre passage en France pour vous recevoir, car c'est un ouvrage majeur pour la mémoire collective. Ma dernière question, quelle a été la partie peut-être pour vous la plus difficile à rédiger? Il y en a eu? Oui, tout était dur. D'abord, tout était dur, mais ce qui faisait germer le plus de souffrance, c'est mon système. C'est-à-dire le système, je suis pas le seul à l'avoir choisi. C'est le système de Saul Friedlander, qui est le grand historien, qui, à l'époque, je faisais du Saul Friedlander sans le savoir, mais l'idée, c'est de faire un maillage entre l'histoire la et les grande gens. Histoire et les témoignages. Et donc, en fait, à chaque fois que pour évoquer quelque chose, j'amenais en résonance quelqu'un,
je lui parlais, et puis après il fallait que c'était compliqué. Il fallait que je le quitte. Je savais que j'allais le retrouver ailleurs, et cette espèce de dialogue permanent avec tout le monde, oui, ça m'emportait dans quelque chose qui n'était pas facile, pas facile à vivre. Michal Ossergans, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avec nous pour votre livre Treblinka, 1942-1943, une usine ou une fabrique à produire des morts juifs dans la forêt polonaise. Kalman Levy, mémorial de la Shoah, merci d'avoir été avec nous. Au revoir, bonne journée.